Bonjour, bienvenue au Financial Innovation Day, bienvenue sur ce plateau télé consacré au crowdfunding, plateau organisé avec Finance et Conseil Méditerranée. Nous allons parler crowdfunding avec Patrick Lecamus de Pop Finance, Muriel Villain, Provence Booster, Roland Couture, Dupont et Partners, consultant, François Marangui, donc alors j'ose plus dire, voilà, Société d'avocats. Et puis Frédéric Gau de Coral Biome qui sera le témoin du jour puisqu'il est en cours de levée sur le crowd, mais des sommes tout à fait importantes puisqu'il s'agit de lever 750 000 euros, ce qui n'est quand même pas rien. Patrick Lecamus, flashback, on va faire un retour, le crowdfunding, ces trois modes d'intervention et puis son orientation vers l'entreprise. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui ? Le b.a.-ba du crowdfunding, ouais. Le b.a.-ba, c'est forcément... En 30 secondes, en 30 secondes, c'est qu'il y a... c'est qu'il y a quand même les trois grandes formes de crowdfunding qui sont subdivisées dans des niches et des spécialités. C'est le don avec contrepartie. Le don est un peu moins fort, le don pur est un peu moins fort, il est déjà structuré notamment pour les ONG en direct, sans passer par les plateformes de crowdfunding. Donc là, le gros, c'est le don avec contrepartie, parfois la prévente. Donc la contrepartie, c'est le service ou le produit lui-même. Et il y a le prêt, qui lui est le mode de crowdfunding, le prêt aux entreprises qui a le plus progressé. Il cartonne en ce moment. Hein. Qui cartonne, c'est 200 millions pour le crowdfunding l'année dernière de levée de fonds, contre 50 pour le don et 50 pour le capital. Et la dernière forme, c'est une forme d'investissement au capital des entreprises pour leur permettre de se développer. Et la manière dont une entreprise pourrait utiliser, si elle passe par toutes les formes de crowdfunding pour se développer et développer sa croissance, ça serait de commencer par le don au stade d'un projet un petit peu avancé où on commence à voir ce qui se passe et à quoi ça sert, éventuellement comment on peut jouer avec si c'est l'immatériel. Et la deuxième phase, ça serait la levée en capital, et la dernière, quand une entreprise est mature, c'est d'utiliser le prêt comme complémentaire ou alternatif à un prêt bancaire. Merci. Roland Couture, le conseil financier, conseil en stratégie de financement aussi, comment il voit arriver le crowdfunding, puisqu'il l'utilise lui-même, parce qu'il est porteur de projet, il a pitché ici, mais on fait appel là au conseil, aux consultants. Qu'est-ce que vous diriez dans la stratégie de financement d'un projet d'entreprise ? À quel moment et à quoi peut servir le crowdfunding ? Alors, si on raisonne sur la partie levée de fonds en capital... Le micro près du menton. Oui, comme ça, c'est peut-être mieux. Donc, si on raisonne sur la partie levée de fonds en capital, en fait, une start-up a une trajectoire très précise de montée en capital où elle doit à la fois éviter d'être diluée, parce que si elle perd le contrôle de sa société, ça n'a plus de raison d'être. Et puis, deuxièmement, elle doit quand même lever des fonds de façon suffisamment significative pour pouvoir réaliser ses projets. C'est-à-dire qu'elle doit jouer sur... Voilà quelle est ma valeur compte tenu de ce que j'ai fait. Et voilà ce que je lève en fonction de cette valeur-là qui, elle, va monter régulièrement. Donc, c'est vraiment comme une trajectoire très précise à suivre dans une start-up. Ça veut dire qu'il faut peut-être au début lever des fonds en love money, ce qui se fait de façon la plus courante. Le crowdfunding vient derrière. Et puis, les fonds d'investissement ensuite. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que, en tout cas pour ce qui est du crowdfunding en capital et levée de fonds par des fonds d'investissement commencent à se mélanger. Avant, c'était très séparé. Aujourd'hui, finalement, il y a des levées mixtes. Parce qu'une levée de fonds en crowdfunding, si elle a du succès, eh bien, les investisseurs se disent « Oh tiens, ça veut dire que le public est là, ça veut dire qu'il y a une réponse, donc ça peut être intéressant de lever. » Ou quand vous levez des fonds sur des fonds d'investissement, ça peut compléter effectivement la levée de fonds par des fonds d'investissement pour arriver au budget qu'on s'était fixé. Donc c'est l'étape première levée, le Love Money, donc on réunit un petit peu ses actionnaires de proximité, et puis après on passe au crowdfunding. Il y a aussi du Love Money peut-être dans le don, parce que la première phase sur des sommes tout à fait modestes, 10 000, 15 000 euros, il y en a eu qui ont eu du succès récemment et que l'on connaît, c'est aussi quelque part du Love Money, parce que c'est du don, c'est des gens qui acceptent de dire je vais donner 50, 100, 200, 500 euros pour une entreprise, c'est un don. Il y a peut-être une contrepartie, mais quand même, ça ne couvre pas la totalité. Oui, chaque fois, c'est des approches un petit peu différentes d'ailleurs du risque.
ou de l'amour qu'on porte sur le projet, parce que dans tous les cas de figure, sur toutes les études qui ont été faites notamment dans les levées de fonds en capital sur le crowdfunding, ce qui est déterminant, c'est effectivement l'affect, voilà, exactement. Hein. Et notamment le pitch vidéo qu'il va y avoir dans le crowdfunding va être déterminant. Donc c'est l'affect qui joue, et aux États-Unis, c'est 80% de la décision. Hein. En France, on s'attache encore un peu aux chiffres. Mais en gros, il y a quand même, le don, c'est je donne et puis je perds, ou alors je vais avoir une contrepartie, mais de toute façon, je ne retrouverai pas mon argent. Le capital, c'est je donne, mais j'accepte de prendre un risque. Je vais peut-être pouvoir le perdre, mais sinon je fais un jackpot au bout de 5 ans. Puisque c'est bloqué pendant 5 ans. Et puis, le prêt, c'est quand même, je donne de l'argent, mais je compte bien le récupérer. Le risque n'est pas du tout le même, et donc, fatalement, ce n'est pas au même moment, aussi bien pour l'investisseur, ce n'est pas les mêmes façons de raisonner que pour l'entreprise. Muriel Villain, fondatrice de Provence Booster, l'important, c'est la communication, le feeling, on l'a vu, l'affect aussi avec le projet, et c'est peut-être la différence avec les financements classiques, c'est qu'il se crée un lien entre celui qui va financer et le projet. Absolument. En fait, les gens qui vont financer, d'abord, en fait, ils partagent le sens du projet. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est important. C'est que le porteur de projet va véhiculer du sens et que les gens qui vont venir contribuer à son projet partagent le sens qui est véhiculé. Le sens, les valeurs, l'objectif. Et c'est pour ça qu'ils vont s'agréger au projet. Ça, c'est quelque chose qui est effectivement extrêmement important à comprendre. Et d'ailleurs, que ce soit en don, en prêt ou en capital, la notion de sens est quand même quelque chose de fondamental dans le crowdfunding. Ça, c'est un des points les plus significatifs, je pense, qui est intéressant à partager. Je pense que mon voisin pourra en dire quelque chose, parce qu'il intervient sur des levées de fonds qui sont de montants importants. Et je pense que sa démarche, avant tout, elle va être de partager le sens pour trouver des investisseurs. Sur la plateforme Provence Booster, vous avez des projets à la fois associatifs, caritatifs, d'entreprise. La révolution quand même, on dit que les Français n'aiment pas l'entreprise, paraît-il, mais ils sont capables aujourd'hui de donner pour l'entreprise, qui est quand même quelque chose de... C'est une révolution sociétale, faut le dire, c'est quand même incroyable. On voit des dizaines de milliers d'euros, c'est pas toujours des sommes colossales, mais où on arrive en don pour des startups sur leur démarrage. C'est quand même quelque chose qui a évolué, où il faut créer de l'adhésion, il faut quand même mettre quelque chose pour faire que les gens partagent un projet qui, in fine, va profiter à un ou deux porteurs de projet. Donc il y a quand même là une évolution très très forte, une adhésion à des projets d'entreprise qui est intéressante. Alors effectivement, en fait, nous, on appelle les personnes qui participent en dons avec contrepartie, on les appelle des donateurs. Parce que c'est grâce à leurs dons... Avec un C, hein. Avec un C. Parce que c'est grâce à leurs dons, en fait, que le projet, en partie, va avoir lieu. Et donc, ils sont non seulement, effectivement, des personnes qui vont aider le projet à vivre, mais ils en sont aussi la source. Et ils vont suivre dans le temps, en fait, ce qui se passe sur le projet, et ça va en devenir les premiers ambassadeurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau, qui est intéressant, parce que ils voient qu'il y a des gens qui se bougent, des porteurs de projets qui prennent parfois des risques pour créer une activité, que cette activité, elle est propre à leur développement, mais elle a un impact aussi social ou sociétal et économique. Et en définitive, ils veulent participer à cette aventure-là. Voilà, on partage une aventure. Alors Coral Biome, on va vous donner la parole pour nous expliquer un petit peu à la fois le projet Frédéric Gau, ce que ça veut dire, parce que Coral Biome, c'est une start-up de notre région, Lumini, autour du corail. Dites-nous un petit peu le pitch en une minute sur votre promesse déjà. Mettez le micro bien près du menton. Notre promesse, on préfère ne pas en faire, on préfère donner un espoir, parce que c'est plus le cas à l'heure actuelle. Donc nous, on travaille sur le corail, parce que notre expertise nous permet de savoir que ce sont des animaux qui vont fournir dans le domaine de la santé humaine des molécules très importantes pour soigner des maladies graves, que tout le monde connaît. Je pense au cancer, je pense aux problèmes que poseront bientôt les antibiotiques qu'on utilise et qui commencent à être totalement inefficaces pour des pathologies bénignes. Et on a la conviction, et on peut le prouver, que dans les coraux, on va trouver la nouvelle pharmacopée. Donc notre espoir, nous, on parlait du crowdfunding et justement de tout ce que ça implique. Il y a une dimension environnementale, parce qu'on travaille sur une ressource animale et qu'on n'est pas là pour la détruire ou pour la surexploiter. Vous savez tous que le corail est en voie de disparition malheureusement en milieu naturel, donc on a pris le parti de le cultiver, de s'intéresser à des espèces qui sont potentiellement très intéressantes en termes de santé humaine,
Donc on cultive le corail, c'est la dimension environnementale. Donc là, la spécialité corail, quand même, parce que c'est particulier de s'intéresser au corail, c'est un truc de Lumini, quoi. C'est là que vous avez trouvé la source, l'intelligence. Il faut comprendre quand même ce qui se passe là-dedans. Alors non, je ne l'ai pas trouvé à Lumini. Par contre, je l'ai installé à Lumini. Oui. Je suis ingénieur en aquaculture de formation et plutôt que cultiver des choses qui étaient à destination vivrière, je me suis intéressé au corail justement pour ses propriétés et pour les interactions qu'il y a entre les différentes espèces. Donc en termes de chimie, les coraux sont parmi les champions du monde de la chimie. Ça fait 350 millions d'années qu'ils évoluent. Champions du monde de la chimie, magnifique. Exactement. Puis ce sont des animaux qui vivent fixés à un endroit et donc pour se protéger de la prédation et pour même concurrencer d'autres espèces de coraux, c'est simplement la chimie puisqu'ils n'ont pas d'autres armes que celle-ci. Donc quand on connaît les coraux, qu'on les observe, qu'on se spécialise dedans, on s'aperçoit très vite que certaines espèces sont extrêmement intéressantes sur le plan de la santé. La preuve en est qu'on a revisité un corail qui est très connu pour être extrêmement toxique. Et les tests qu'on a menés sur la toxine extraite de ce corail s'est montré être efficace sur 42 types de cancers différents. Donc pour faire simple, l'espoir, c'est une molécule qui est efficace sur tous les types de cancers. Donc ça, c'est porteur et c'est intéressant. Alors parlez-nous maintenant de votre levée de fonds. Besoin de fonds naturellement pour développer, je suppose, et appel au crowdfunding. Alors pourquoi la levée de fonds? Pourquoi le crowdfunding? Alors pourquoi une levée de fonds? Parce que dans le domaine des biotech, développer des médicaments, ça coûte extrêmement cher. Donc notre objectif, c'est de lever des fonds tout simplement pour montrer aux pharma qu'on peut avoir une preuve de concept de l'efficacité de la molécule sur un modèle animal pour une pathologie cancéreuse. Donc déjà la levée de fonds... On est au stade animal. Hein. On est au stade où on va entrer en essai préclinique sur l'animal pour montrer effectivement que c'est faisable et qu'on peut passer à terme sur l'humain. Donc ça, c'est une première chose. La levée de fonds va également nous permettre de travailler sur d'autres molécules. Et pourquoi le crowdfunding? Parce qu'on a un projet qui touche tout le monde. Quand on parle du cancer, malheureusement, ça touche tout le monde, de près ou de loin, directement ou indirectement. On touche aussi à l'environnement avec des ressources qui sont extrêmement importantes dans le milieu marin, puisqu'il faut savoir que les récifs coralliens, c'est 4% de la superficie en mer qui abrite 80% de la biodiversité marine. Et toute la chaîne alimentaire est étroitement liée aux récifs coralliens. Donc d'une part, si on perd ces récifs coralliens, on va perdre un potentiel en termes de pharmacopée dont on n'a pas encore pleinement conscience, tellement il est énorme. On va également impacter l'océan, ce qui fait que toute la chaîne alimentaire va être impactée. Donc forcément l'humain sera impacté à terme, et des gens qui vivent à proximité des récifs coralliens, qui en vivent directement parce qu'ils peuvent l'exploiter pour la pêche, pour des matériaux de construction et même pour le commerce de l'ornement, si ces ressources disparaissent, ces gens-là n'auront plus de quoi pêcher, ne plus de quoi fabriquer leur maison, ne pas tirer d'activité substantielle de leurs ressources. Donc il faut leur montrer qu'en fait ces ressources, on peut les valoriser différemment, intelligemment, et faire quelque chose de propre sur le long terme. Voilà, tout simplement. Magnifique, c'est un beau storytelling. Hein. François Maringui, vous avez accompagné ce projet en tant qu'avocat, pas simplement? Pardon? Oui, vous avez accompagné ce projet? Oui, tout à fait. Quel est votre rôle dans ce... Moi, j'ai la joie effectivement d'accompagner ce projet depuis quelques années. Donc j'ai pu, on a fait une petite levée de fonds précédemment avec Cap Création, donc qui a eu le courage et l'intuition de suivre en amont le développement de la société. Donc là actuellement, on est en phase crowdfunding. Là, c'est intéressant ça parce que dans la chaîne de financement, c'est important de le dire. Les premières étapes de financement, ça a été quoi? Cap Création? Cap Création, allez-y. Oui, tout à fait. Cap Création, qui on a présenté le projet, puisqu'on sollicitait d'abord un prêt participatif. Et à l'étude de notre dossier, ils nous ont dit, écoutez, on est d'accord pour le prêt, mais comme le projet nous plaît et qu'on voit effectivement la portée de ce que vous voulez faire, on a envie de s'engager avec vous. Et dans ce cas-là, on va mettre un peu plus pour venir au capital de la société et continuer avec vous l'aventure. D'accord. Donc là, vous avez séduit un investisseur. Exactement. Ensuite, donc phase crowdfunding. Donc effectivement, après une période de sélection entre les divers crowdfunders, donc on nous soumet un contrat. Dans le cas d'un Axago, c'est un contrat de référencement. Dans d'autres, c'est des contrats de prestation qu'on discute, qu'on regarde. Sur quelle plateforme vous êtes? Sur la plateforme Anaxago à Paris. D'accord. Donc on discute des aspects financiers, des aspects juridiques également, parce que il y a un certain nombre de points, par exemple le fait de savoir si on va avoir directement les actionnaires au capital ou via une holding. Nous, évidemment, on a choisi une holding parce que c'est quand même plus pratique. Donc, et éventuellement les principes du pacte d'actionnaires qui viendra ensuite. Alors pas tout le pacte d'actionnaires parce que la levée de fonds n'est pas terminée, c'est pas la peine de discuter de tout, mais disons quelques principes sont généralement abordés et actés à ce stade-là du financement. Ensuite, une fois que le financement sera bouclé, effectivement, il y aura les opérations juridiques de levée de fonds, l'augmentation de capital, la signature du pacte d'actionnaires, la constitution éventuellement de sociétés holding pour côté Anaxago, mais aussi côté d'autres investisseurs qui n'auront pas forcément souhaité être dans la même holding que le crowdfunder
Et donc il y a maintenant de manière usuelle, là, ça s'est vu sur des levées de fonds précédentes, des sociétés holding constituées par des investisseurs qui eux sont plus de long terme. Résumons pour être simple sur le crowdfunding. Quand on est en crowdfunding en capital, on se dit qu'on va avoir 100, 200 investisseurs. Si on a 200 personnes à réunir à chaque assemblée générale, ça devient compliqué. C'est pas simple. Vous risquez d'avoir Cash Investigation qui va en plus faire un film. Donc là-dessus, vous dites, on les met dans une société spécifique et cette société va être l'actionnaire. C'est ça ? C'est exactement ça en fait. Donc, C'est voilà. Et c'est là que le juriste intervient. Votre rôle d'avocat, de conseil en droit qui conseille une entreprise, quel a été son rôle dans le crowdfunding? Pourquoi vous avez accepté cette formule qui n'est pas forcément courante et comment vous l'avez accompagnée? Accepté parce que je dirais que c'était la plus adaptée en fait au mode de financement de la société. C'est pas facile de financer des biotech. Et en plus dans la région, des biotech ont déjà été financées ainsi, Genepred, on peut les citer, qui a levé plus d'1 million d'euros il y a quelques mois sur le sujet. Donc c'est un mode de financement qui commence à être adapté aux biotech. Ensuite après, la holding, je dirais que c'était plus le conseil d'avoir ses actionnaires via une holding. La holding est faite par le cofondeur, c'est lui qui la gère, il se débrouille. Par contre effectivement, à cette occasion, on s'aperçoit que des personnes ne veulent pas forcément être dans la même holding que celle du cofondeur. Et donc, on crée souvent des holdings à côté qui sont chargés d'accueillir d'autres investisseurs qui ont une autre stratégie et qui sont là pour plus de long terme, en fait. Frédéric Gault, ce que vous dites aussi, c'est que le fait d'avoir lancé le crowdfunding a fait que des investisseurs potentiels, qui n'ont pas tous finalisé encore leur investissement, sont en train de regarder votre entreprise différemment. Exactement, il y a des gens qui viennent de tous les horizons, et dont certains qui viennent du domaine de la santé justement, et ces gens-là comprennent qu'en fait le développement d'une molécule va prendre énormément de temps, et c'est pas compatible avec le véhicule d'investissement créé par Anaxago qui prévoit de toute façon une sortie à 5 ans. Donc dans notre cas, si ça marche bien et qu'on a des bons résultats scientifiques, on envisage de faire une levée de fonds bien avant les 5 ans et la sortie d'Anaxago. Ce qui veut dire que la sortie des investisseurs Anaxago se fera bien avant les 5 années prévues. Les investisseurs du domaine santé connaissent le cheminement d'une biotech et ils ne veulent pas être sortis dans 2 ans à la prochaine levée de fonds. Ils veulent pouvoir rester dans l'aventure, éventuellement remettre de l'argent et continuer l'aventure. Une place au chaud pour eux et rester... ils comprennent, ils savent que ça prend du temps et puis ils ont une expertise aussi à apporter dans l'entreprise. Et que ça peut bien évidemment rapporter puisque dans les biotech, quand ça marche, ça peut être des valorisations qui explosent dans l'espace d'1 an ou 2. On peut passer d'une valorisation de quelques millions d'euros à plusieurs centaines de millions d'euros. Donc ça peut aller très 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 vite. Patrick Lecamus, c'est l'arrivée de ce type de dossier de Coral Bio, mais d'autres, c'est un peu la maturation en région de levée de fonds qui dépasse les 10 000, les 100 000, qui arrive à plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est un peu cette année comme la nouveauté du crowdfunding dans la région PACA. Oui, c'est en tout cas ce qu'on observe. On a reçu dans l'émission emportée par la foule un certain nombre de porteurs de projets, d'entreprises, notamment dans le biotech, qui ont des levées de fonds qui commencent à 500 000 euros. Donc voilà, on voit arriver ces dossiers. Effectivement, c'est pas le seul dossier dans ce domaine qui est difficile à financer vu la lenteur. Mais bon, on avait eu l'exemple, leur nom m'échappe malheureusement au moment où je dois en parler. Ils cherchaient ces 100 000 euros, sauf que c'était pour développer une deuxième phase. L'entreprise a déjà des clients, donc c'était une problématique un peu différente de celle de Coralbium, puisque l'entreprise fonctionne déjà. C'était se développer sur d'autres maladies que celles sur lesquelles ils étaient déjà actifs et ils avaient déjà des clients. Donc on voit que sur différentes formes de dossiers, on a eu en l'espace de 2 mois, on a rencontré des dossiers à plus de 500 000 euros de levée de fonds dans la région et dans ce domaine des biotech. Tout à fait. Oui, non, je voulais juste ajouter que malgré les sommes dont on parle, qui peuvent paraître assez importantes, des levées de fonds de cet ordre dans le domaine des biotechnologies sont des levées de fonds relativement modestes, puisque les développements sont extrêmement coûteux. Et quand on entend, par exemple, que je pense que vous parliez, Patrick, de la société de Monsieur Julet. Oui, absolument, merci. C'était Bioselvia, parce que je connais bien aussi Olivier Julet. Ça reste des levées de fonds qui paraissent importantes, mais qui pour nous sont relativement modestes. Vous êtes très gourmand quand même, vous. Hein. On est surtout une biotech, ça brûle beaucoup de cash. Voilà. En plus, une biotech, ça brûle du cash, mais ça n'en gagne pas forcément. Voilà. Ah, ça en gagne pas. Vous êtes honnête en plus. Encore, je suis honnête, mais parce que dans le cas de Coralbium, c'est atypique, parce qu'on a quand même une activité commerciale, puisque je vous l'expliquais, on produit des coraux, et pour financer une partie de nos activités, on vend ces coraux aux amateurs d'aquariophilie.
Donc ça leur permet Ah oui, d'accord, la aussi petite activité de créer des aquariums sur la base de coraux qui ont été multipliés en captivité et non prélevés dans le milieu. Donc c'est quand même plus propre vis-à-vis de l'environnement et ça permet de faire entrer un petit peu d'argent dans la société. Super. Allez, si vous avez des questions, c'est à vous. Nos différents partenaires sont là pour vous répondre sur ce nouveau mode de financement. Bonjour, Jean-Gilles Panchaud. Oui, moi j'ai une question qui est simple, qui revient un petit peu par rapport à tout à l'heure, c'est l'aspect de la confidentialité quand vous avez un projet qui est ultra voilà, cross-funding, on est obligé de tout mettre en avant, déballer un petit peu les choses, comment ça se passe? Et bien justement, on ne peut pas tout dire. Voilà, dans le domaine d'une biotechnologie, on choisit les informations qu'on va révéler et les informations sensibles ne sont pas divulguées. Voilà. Alors là, c'est nous qui posons des garde-fous. Dans le domaine des biotechnologies, on a des résultats tout simplement qui sont confidentiels parce qu'ils seront amenés à être publiés, par exemple, dans un article scientifique qui pourra éventuellement aussi conduire à un brevet. Donc si on divulgue cette information, c'est une information capitale d'un point de vue la publication dans Nature, c'est... Voilà, exactement. Donc si on divulgue l'information, derrière, par exemple, on ne pourra pas déposer un brevet. Et comme ce qui fait la valeur de la société, ce serait quelque part se tirer une balle dans le pied. Et ça, maintenant, les investisseurs, à force de leur expliquer la démarche des biotechnologies, le comprennent très très bien. Après, on est tout à fait disposé à diffuser ces informations, mais une fois que la levée de fonds sera bouclée, sous réserve de confidentialité, bien sûr. Patrick Lecamus, ce qu'on voit, c'est que les gens, en fait, ils regardent peu les chiffres dans les statistiques que l'on a. Ils sont plutôt séduits par d'autres choses que le pur regard sur le business plan. Oui, c'est ce que disait Roland, je crois, tout à l'heure. Il y a l'affect, et il y avait une étude menée par une plateforme de crowdfunding en capital allemande et sur la réalité des informations mises à la disposition des contributeurs ou des contributeurs potentiels, des gens qui s'étaient renseignés. Il y a 80% d'entre eux n'avaient pas lu le business plan. Donc c'est quand on demande au boulot que ça demande, c'est autre chose. Le boulot que ça mais demande. ce qu'il faudrait dire, c'est qu'il y a différentes formes. Aujourd'hui, les plateformes de crowdfunding sont adossées à des clubs de business angel ou à des fonds d'investissement. Et il y a la partie du crowdfunding profond, de foule, la foule qui investit dans un projet même en capital. Hein. Donc, et pour répondre à votre question, toutes les plateformes de crowdfunding ne fonctionnent pas de la même manière, et notamment en raison des dispositions légales, la confidentialité des données même divulguées, puisque je rebondis sur ce qui a été dit, c'est on ne divulgue pas tout forcément quand on fait une levée de fonds en capital, mais en capital déjà, il faut vous inscrire et montrer patte blanche et que vous êtes un investisseur. C'est pas du tout la même chose que le don avec contrepartie, où les projets sont des projets partiels à l'intérieur d'un projet global qu'on veut financer, et l'information est moins risquée à diffuser et plus transparente que sur les plateformes de crowdfunding en capital. Mais c'est vrai que l'affect joue énormément, l'intérêt pour les porteurs de projets aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est pas que pour le projet, la mise en avant des porteurs de projets, leur personnalité, la démonstration qu'ils font de leur capacité à mener à bien ce projet, ce qui est tout à fait identique à ce qui se passe devant un parterre d'investisseurs. Hein, c'est la capacité à mener un projet, c'est pas uniquement son intérêt en soi. Et elle joue énormément sur le plateforme de crowdfunding. Et Muriel, qui est ici présente et qui est une grande spécialiste de l'intelligence collective, pourrait en parler aussi sur comment cette confiance dans les porteurs de projets peut aussi être de l'interaction sur les réseaux sociaux et sur les plateformes entre les différentes personnes qui s'intéressent au projet. L'important qu'on perçoit, c'est que ce soit un don caritatif sur des dons à 5 000 euros pour une entreprise de 10 000 à 15 000, que ce soit sur du capital. L'important, c'est de raconter une histoire crédible qui va emporter. Vous avez très bien entendu tout à l'heure Frédéric Gau qui nous raconte son histoire. Il ne vous a pas raconté combien de dividendes vous allez toucher en 2022. Il vous a raconté qu'il y avait un enjeu planétaire à la préservation du corail. Il est dans le pitch parfait, c'est-à-dire que vous allez être associé non pas bien sûr à une aventure industrielle, bien sûr à une aventure économique, mais en plus à une aventure humaine. Et donc c'est ça qui fait du poids et qui fait que dans le crowdfunding, il y a un type particulier de levée qui se fait, c'est quand on peut associer. C'est très dur de faire une levée pour le logiciel temps réel qui fait du multitâche, machin, qui intervient dans la commande d'un ordinateur, qui va commander le troisième truc, etc., et où on ne sait pas où ça va aller. C'est tout juste
pas compréhensible et la levée de fonds sera extrêmement difficile, sauf chez les pairs peut-être de la techno, les copains de promo, etc. Mais le crowdfunding, il y a cette partie de séduction, alors qui peut être un piège, parce qu'on peut des fois séduire sur des choses qui ne le méritent peut-être pas, mais en surtout derrière de liens. C'est-à-dire que vous avez envie de suivre. Si aujourd'hui Frédérico nous fait quand même une promesse de nous dire voilà, on va aller ensemble vers quelque chose et que demain voilà, il est parti sur quelque chose qui n'est pas conforme à ces valeurs-là, on va avoir un divorce entre la parole et le projet et donc il sera mauvais. Donc par contre, il faut tenir effectivement un discours qui soit cohérent avec le projet et c'est ça qui dans le crowdfunding va séduire un certain nombre d'opérateurs et se dire tiens voilà, je pourrais mettre une partie de mes économies dans ce projet et me dire que dans 5 ans soit j'aurais tout perdu, soit j'aurais gagné beaucoup, mais je me serais associé à quelque chose qui m'intéresse. C'est un peu ça la particularité du crowdfunding, hein, c'est différent. Si je peux rajouter peut-être quelque chose, oui. Il faut bien séparer dans le crowdfunding le rôle de la plateforme et le rôle des investisseurs. Les investisseurs, c'est monsieur tout le monde. En général, ils ne cherchent pas à rentrer dans le secret. Hein, pas plus que quand vous investissez en bourse, vous essayez de savoir quel est le secret de fabrication de Total pour ceci ou cela. Bon. Donc c'est pareil. En revanche, le rôle de la plateforme, c'est de vérifier que ce qui monte, les projets qui sont mis à disposition du public sont des projets sérieux. C'est-à-dire qu'effectivement, ils vont vérifier que la génération spontanée d'énergie, par exemple, ça ne passera pas. Donc ils vont vérifier le sérieux, mais ils n'ont pas besoin non plus de descendre dans les secrets de fabrication. Ils vont juste demander éventuellement des garanties, des contrôles, etc. sur le sérieux. Et juste une dernière chose, la part de risque là-dedans, parce que par exemple vous disiez que vous étiez un petit peu comme un puissant fond parce qu'il y a de la recherche et ça peut être long et ça coûte beaucoup d'argent, mais derrière ça peut ne pas fonctionner aussi. Comment est-ce que c'est apprécié vis-à-vis des crowdfunders qui mettent de l'argent en capital là-dedans ? Il n'y a pas d'ambiguïté parce qu'on leur dit, tout simplement. La biotechnologie, c'est un domaine à haut risque. Donc il n'y a pas de mensonge à ce niveau-là. On leur dit, voilà, c'est sûr, vous arrivez sur une plateforme de crowdfunding, vous allez voir des projets immobiliers, des projets de jeux, des projets de logiciels notamment, et vous avez un projet de biotechnologie. On va le faire simple, le projet le plus risqué, c'est le nôtre. Par contre, en termes de potentiel, celui qui a le meilleur, c'est le nôtre aussi. Muriel Villain. Moi, je voulais revenir un peu aussi sur ces phénomènes de savoir ce qui marche, la confiance et l'intelligence collective. C'est que les premières personnes qui vont permettre à un projet de commencer à se développer, c'est quand même les personnes qui connaissent le porteur de projet et son projet. Et s'il n'y a pas de mobilisation à ce niveau-là, il y aura du mal à aller jusqu'au bout. Et donc les personnes qui connaissent le porteur de projet et son projet, quand on regarde de manière un petit peu statistique, quand il y a un grand nombre de personnes qui s'intéressent à un projet, la foule, elle est plus juste qu'un comité de crédit. Et en ce sens... Et c'est quelqu'un qui vient de la banque qui le dit. C'est quelqu'un qui vient de la banque qui vous le dit, parce que j'ai fait des études là-dessus. Et donc c'est assez intéressant. Bon, il y a évidemment un seuil critique, on ne peut pas parler de ça avec 5 personnes. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi que le projet peut ne pas fonctionner, mais que sa chance de fonctionner, elle est peut-être même supérieure quand ça vous est présenté sous cette forme-là, s'il réussit. Ce qui est très important sur le crowd aussi, que l'on voit à travers les expériences que l'on a, à travers les missions que l'on fait avec Pop Finance, c'est que la communauté précède la levée de fonds. Il ne faut pas penser que le gars qui a été chercheur tout seul dans sa cave, dans son coin tout seul, et qui est fâché avec tout le monde, va pouvoir lever des fonds comme ça. C'est pas possible. C'est quelqu'un qui n'a pas de relationnel aura du mal à lever. Quelqu'un qui a développé un relationnel, qui a développé de l'affect autour de son projet, qui a un laboratoire reconnu, qui a un réseau que ses anciens de sa promo adorent, etc. Il va avoir la première levée de fonds qui réussit. Et on a l'exemple qu'on a passé dans notre dernière émission d'une levée de fonds qui, dans sa première étape, a échoué parce que le gars a levé 500 000, il avait 19 000. La plateforme lui a dit « Coco, c'est pas trop mûr ton projet, il faudra peut-être revoir les choses. » Parce qu'il n'avait pas mobilisé suffisamment son propre réseau, il l'a, mais il n'avait pas mobilisé sur cette levée de fonds. Et il va repartir à zéro pour se dire « Il faut d'abord que je mobilise mon réseau en leur disant le jour J, c'est là qu'il faut que vous fassiez le chèque ou le virement, parce qu'il faut que j'affiche tout de suite sur une levée importante, là c'est plusieurs centaines de milliers d'euros, il faut tout de suite que j'affiche que j'ai 100 000, 200 000 euros déjà qui sont souscrits, alors qu'ils les avaient, les accords avaient été faits, mais ce n'était pas formalisé. Donc le réseau
le lien est préalable à la levée de fonds, et ça c'est très important pour ceux qui veulent se lancer dans ces opérations. C'est pas tout d'un coup une plateforme qui fait, la plateforme elle fait rien, c'est une plateforme technique, c'est bien, ça fonctionne, c'est parfait, mais ce qui va faire c'est vous, c'est votre réseau. Donc si votre réseau est mature, si vous avez suffisamment de réseau, vous allez pouvoir franchir cette première étape, devenir crédible et à ce moment-là avoir un facteur d'entraînement. Mais c'est vraiment ce que l'on voit aujourd'hui, c'est le préalable de ce réseau qui est fondamental pour créer. Il vaut mieux attendre plutôt que de se lancer dans une opération qui s'est à perte et surtout pas penser qu'il suffit d'appuyer sur un bouton et que l'on aura, parce qu'on a mis un chiffre sur une plateforme, qu'on va avoir les centaines de milliers d'euros qui vont tomber. Là, non, il faut les transpirer. Là aussi, il n'y a pas d'argent gratuit. L'argent sur la plateforme, il demande aussi de l'investissement. Plus il est risqué, plus il demande d'investissement. Là, c'est plutôt votre investissement humain qui va y être plutôt que des pourcentages, mais c'est votre investissement humain, et l'investissement humain, il est personnel. Vous mouillez la chemise pour venir nous expliquer aujourd'hui qu'il va falloir donner. Donc sur votre plateforme, si on veut devenir actionnaire de votre société, voilà, en sortant, vous pouvez le faire. Mais vous êtes venu pour l'expliquer, donc vous passez du temps avec nous. Voilà un petit peu le phénomène qui est spécifique sur le crowdfunding, qui n'a rien à voir avec d'autres modes de financement tels qu'on les a aujourd'hui. D'ailleurs, un petit détail concret, en général, les investisseurs particuliers, ils vont toujours regarder si vous êtes sur des réseaux sociaux, si le nombre de followers que vous avez, avant d'envisager de miser. Ça, c'est à peu près systématique dans le comportement des investisseurs. Donc, il faut déjà avoir une présence sur les réseaux sociaux, il faut déjà avoir des followers. Donc, ça veut dire qu'il faut déjà s'agiter, quoi, d'une certaine manière. Tout à fait. Est-ce qu'il y a encore des questions sur le crowdfunding, nouveau mode de financement et qui ne fait qu'augmenter aujourd'hui, donc est en phase ascendante? Roland Couture. Oui, je voudrais juste préciser quelque chose. Peut-être. Quand on s'engage sur du crowdfunding, on va lever des fonds auprès d'un public. Et donc, on a une certaine responsabilité vers ce public-là. Et ce public-là, au bout de 5 ans, quand il va sortir, son problème, ça va être de trouver des personnes pour lui racheter ses actions. C'est-à-dire la liquidité est un élément déterminant. Et puis deuxièmement, de pouvoir les vendre à une valeur où il s'y retrouve. Parce que ce n'est pas garanti qu'on va lui acheter au jackpot qui a été promis du début. Donc, ce qui est important à mon avis sur une société qui a levé des fonds en crowdfunding, et d'une manière générale après pour les fonds d'investissement, c'est d'avoir de la transparence. C'est-à-dire d'avoir un suivi très régulier derrière, une grande transparence, un peu comme les grandes sociétés en bourse, d'avoir de l'information qui part tous les trimestres sur voilà, quelles sont nos performances, etc. De façon à ce que lorsque les investisseurs vont vouloir sortir, ils puissent avoir des éléments tangibles pour valoriser leur avoir. Merci Roland Couture, merci à Muriel Villain, merci Patrick Lecamus, François Maringui, Frédéric Gau pour nous avoir éclairé sur ce nouveau mode de financement. À bientôt, on se retrouve tout à l'heure dans quelques minutes sur l'aspect de l'internationalisation des PME. Merci à tous.